Dimanche 1er novembre 2020 se tenait le premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie. À l'issue de ce scrutin, la candidate réformiste Maia Sandu a créé la surprise en devançant de près de 3 points le président sortant Igor Dodon. Alors que les yeux sont rivés vers la situation actuelle américaine, il n'est pas moins enrichissant de s'intéresser à cette élection. Derrière un événement banal se cache en fait un scrutin aux enjeux multiples. Sur fond d'élection, c'est un véritable affrontement idéologique entre pro-européens et pro-russes. Des airs de guerre froide, en quelque sorte. Pour le peuple moldave, l'enjeu n'est pas sans importance. Qui choisir entre l'Europe et la Russie pour sortir d'une crise économique, démographique et sociale sans précédent? Réponse le 15 novembre où se tiendra le second tour des élections. Mais avant toute chose, resituons-nous dans le contexte. Je pense ne pas me tromper en affirmant que parmi vous, personne n'oserait se dire spécialiste de la Moldavie. C'est pourquoi il me paraît important de clarifier dès à présent quelques petits points d'histoire-géographie. La Moldavie est située en Europe de l'Est. C'est un tout petit pays de 3,5 millions d'habitants, essentiellement roumanophone et enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie. C'est cette position géographique du pays qui lui vaut un passé lourd. Ex-république soviétique, le pays a souffert de l'effondrement de l'URSS. Son indépendance lui a valu un profond appauvrissement jusqu'à devenir aujourd'hui le pays le plus pauvre et le plus corrompu d'Europe. Les nombreuses difficultés de ce pays ont entraîné l'exode de plus d'1 million d'habitants. Tous ces expatriés sont partis en Russie, en Europe, en Israël, où ils ont trouvé un travail mieux rémunéré et envoient chaque mois de l'argent à leur famille restée en Moldavie. Si bien que 15% du PIB moldave est composé de ces fonds envoyés depuis l'étranger. Rendez-vous compte, 1/3 des habitants sont partis à l'étranger par manque de perspective. Le pays se vide littéralement de ses habitants. Et cela a des conséquences. La première, c'est un vieillissement soudain de la population, car ce sont les jeunes qui partent à l'étranger. Et la seconde conséquence, qui découle de la première, c'est une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a plus assez de main-d'œuvre qualifiée pour travailler. Un petit parallèle avec l'actualité, cette pénurie de main-d'œuvre qui a entraîné une grave crise sanitaire en Moldavie, puisque c'est l'un des pays les plus touchés en Europe. Tout simplement car il n'y avait pas assez de personnel soignant pour accueillir les malades et donc pour gérer la pandémie. La Moldavie, c'est aussi une guerre civile dans les années 90 en Transnistrie. En 1992, la Transnistrie, une région à l'est du fleuve Dniepr, s'est proclamée en tant que république. Cela a entraîné un conflit lourd qui aura fait plusieurs centaines de morts, qui opposait en fait les soldats moldaves contre l'indépendance de la Transnistrie et l'armée russe qui soutenait la Transnistrie. Qui soutenait la Transnistrie tout simplement car c'est la partie de la Moldavie russophone, alors que souvenez-vous, le reste du pays est roumanophone. Nous sommes 30 années plus tard, le conflit n'est pas vraiment réglé, il y a certes eu un cessez-le-feu, mais malgré tout, aujourd'hui, la Transnistrie fonctionne comme une république, sans en être une. Il y a un président, il y a une capitale, mais malgré tout, officiellement c'est une région autonome de la Moldavie, et aucune instance internationale ne reconnaît la Transnistrie en tant que pays. La Russie soutient toujours cette région, il y a encore 1000 soldats qui sont présents sur le territoire, 20 000 tonnes d'armement, officiellement pour préserver la paix, officieusement pour que la Russie puisse maintenir une influence dans une zone qui lui échappe peu à peu au profit de l'Occident, de l'Union européenne, de l'OTAN. Ce conflit de la Transnistrie, j'ai tenté de le résumer en quelques phrases, mais il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il permet en plus de mettre en perspective cette volonté russe de reconquérir ces vieux territoires soviétiques. Je ne peux donc que vous inviter à aller voir l'émission Le Dessous des cartes, vous trouverez le lien dans ma bio. Vous en savez donc plus sur la Moldavie, ça y est, vous avez compris les différentes divisions au sein du pays, divisions identitaires, mais aussi la profonde crise que le pays est en train de traverser. Nous allons donc pouvoir désormais nous intéresser à l'élection présidentielle
notre sujet principal. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 15 novembre prochain. Il verra s'affronter deux candidats qui se connaissent bien, qui ont déjà travaillé ensemble, mais qui ont une divergence principale. Ils ne sont pas attirés par la même partie du monde. D'un côté, Igor Dodon, 45 ans, fervent socialiste. Pour lui, entre la Russie et l'Europe, le choix est vite fait, c'est la Russie, un point, c'est tout. Il est très attaché à Vladimir Poutine, pour ne pas dire qu'il est admiratif de lui. Bref, il compte bien sur la Russie pour faire sortir le pays d'une crise économique telle que je vous ai présentée. On lui reproche même d'être un peu trop proche de la Russie. Tout simplement parce qu'il aurait des liens très étroits avec les services de sécurité et de renseignement russes, selon des médias indépendants moldaves. D'autres sources indiquent qu'il ferait même relire ses discours par des proches de Poutine. Son programme donc, aucune surprise, c'est une aide financière de la Russie qui, selon lui, peut relancer l'économie et restructurer le pays. De l'autre côté, on a une femme de 45 ans, Maia Sandu, une réformiste. C'est une pro-européenne. Ancienne économiste auprès de la Banque mondiale, elle est également passée par le poste de première ministre de la Moldavie l'année dernière, on en reparlera. Et donc, ses promesses de campagne sont les suivantes: stimuler la création d'emplois et mettre fin à la corruption. Pour y parvenir, elle compte bien sur l'Union européenne. À noter que l'Union européenne est quand même primordiale pour le pays, tout simplement car cette union est le premier partenaire commercial du pays, est le premier donateur d'aide et est également le premier investisseur étranger. Donc, Maia Sandu met ces arguments-là en avant et dit clairement « nous devons rentrer dans l'Union européenne ». Voilà donc pour ces deux candidats. Si on regarde l'élection de plus près, on se rend compte qu'elle a des airs de 2016, la dernière élection présidentielle. Il y a 4 ans, les deux mêmes candidats s'affrontaient au second tour. En 2016, c'est Igor Dodon qui l'emportait en récoltant 52% des intentions de vote. La seule différence par rapport à la dernière élection, c'est l'issue du premier tour. Il y a 4 ans, c'est Igor Dodon qui gagnait le premier tour en récoltant 48% des suffrages exprimés. C'est presque la majorité absolue. Cette année, c'est autre chose. Car comme je vous le disais en introduction de ma présentation, c'est Maia Sandu qui devance le président sortant de 3 points. Mais alors, 4 ans après, qu'est-ce qui peut faire changer l'issue du scrutin? Le premier point, c'est le bilan mitigé du mandat d'Igor Dodon. Si on peut dire que sa politique extérieure est réussie, de par les rapprochements avec la Russie, sur le plan sanitaire, c'est autre chose. On lui reproche clairement d'avoir négligé l'impact de la pandémie, en n'ayant pas prévu assez d'argent pour anticiper les conséquences de cette crise sanitaire. Le second point, c'est le changement de priorité dans l'esprit des Moldaves. Jusqu'à présent, le peuple était très divisé sur des questions identitaires, on en a parlé. Désormais, c'est un peu en train de changer. Les guerres de mémoire, qui ont duré des décennies, semblent se calmer. Et selon le professeur d'histoire Andrei Kusko, la priorité n'est plus la même. La crise démographique, l'émigration massive ou encore les difficultés économiques et sociales sont devenues des enjeux existentiels plus vitaux pour la Moldavie. Paradoxalement, les questions identitaires sont passées en second plan. La Moldavie est tiraillée entre ses inspirations pro-européennes et son lien avec la Russie. Aucune majorité claire ne se dessine pour l'un ou pour l'autre. Si bien que le pays n'avance plus, il piétine. Les dissolutions d'assemblées se multiplient depuis plusieurs années, la corruption rend la chose encore moins stable, les deux partis cohabitent mais ne s'entendent pas. Bref, c'est un peu la zizanie. L'année dernière, en 2019, une crise constitutionnelle l'a démontré. Pendant plusieurs semaines, aucun gouvernement n'a pu se former car les deux partis n'arrivaient pas à s'entendre concernant le gagnant de l'élection législative. Tous les deux revendiquaient avoir gagné. Bon,
Cet événement s'est malgré tout soldé de manière positive, car il a montré que les deux parties étaient capables de s'entendre. Ils ont pu s'entendre grâce à une alliance inédite. Moscou, Bruxelles, Washington, le parti de Maya Sandu et le parti présidentiel d'Igor Dodon ont su s'entendre. Ils ont fait tomber ensemble le grand oligarque Vladimir Plahotniuc. Quelques petits mots sur ce Plahotniuc, c'était un grand milliardaire qui détenait le pays en fait. Milliardaire soi-disant grâce à ses exportations de vin. Tout le monde était au courant qu'il trempait dans des affaires très très louches. Bref, il tenait le pays, il pratiquait la corruption lors des élections, il dirigeait sans diriger parce qu'il nommait un président mais c'est lui qui décidait tout. Bref, c'est à cause de lui que le pays ne pouvait pas avancer également. Et donc, la Russie, l'Union européenne et les États-Unis ont réussi à le faire tomber grâce aux deux partis qui gouvernaient. Voilà donc cela a pu montrer qu'il était possible entre ces deux partis de s'entendre dans des affaires aussi importantes. Et c'est là le troisième point qui fait que le scrutin peut changer. C'est que ce grand oligarque n'est plus là. La corruption ne sera donc plus jamais la même. À quoi peut-on s'attendre? Sur le papier, c'est clairement Maya Sandu qui devrait l'emporter. Igor Dodon n'a pas su faire ses preuves et la crise sanitaire n'a pas aidé. Néanmoins, aujourd'hui, le président encore en action, c'est Monsieur Dodon. C'est donc lui qui a du pouvoir, qui a le pouvoir de faire jouer le vote en sa faveur. Il dispose en fait de deux options. La première, c'est de jouer avec la Transnistrie. Cette région est autonome mais fait partie de la Moldavie. Elle a donc le droit de vote. Il peut très bien, comme ça s'est fait par le passé, acheter des votes aux Transnistriens. La deuxième option, c'est d'empêcher le vote de la diaspora. Tous les expatriés votent majoritairement Sandu. C'est acté, on le sait. C'est ce qui a fait pencher la balance lors du premier tour. Si Sandu l'a emporté, c'est bien sûr grâce au vote des expatriés. Ce que peut faire Dodon en tant que président, c'est donc empêcher que se tiennent les votes à l'étranger, que ces votes se tiennent dans les pays trop proches de l'Union européenne. Voilà donc pour les deux options dont dispose le président sortant. Madame Sandu, alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour contrer cela? Elle n'a pas vraiment le choix. Là, elle n'a qu'une seule option. C'est les appels au vote des 3e et 4e candidats. Ceux qui sont arrivés 3e et 4e lors du premier tour. À eux deux, ils représentent quand même 313 000 voix, 23% des suffrages exprimés. Ce n'est donc pas rien. Concrètement, elle peut se rapprocher d'eux, en faisant en sorte qu'ils appellent à voter pour elle. Mais là aussi, c'est malgré tout prendre des risques, car ça s'est déjà vu ailleurs, à trop se rapprocher d'autres partis, on peut déplaire à nos propres sympathisants. Voilà donc, l'issue paraît floue tout simplement car beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte. On ne peut donc pas vraiment s'avancer une semaine à l'avance sur l'issue de ce scrutin. Une chose est sûre, Maya Sandu dénonce la tricherie. Elle dit qu'à cause de Dodon, les élections vont être truquées. Le peuple, alors Dodon dément, le peuple lui en a ras-le-bol. Il en a marre de cette corruption qui dure depuis des années, qui est certes moins forte depuis le départ de Plahotniuc, mais qui est malgré tout là. Il y a encore de la corruption en Moldavie. Et concrètement, cette élection peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce que craignent les autorités, c'est un grand mouvement de protestation au lendemain des élections. Ils craignent que les Moldaves descendent par milliers dans la rue. J'espère avoir pu vous démontrer l'importance de ces élections. Dans un état instable et profondément appauvri, ce scrutin peut redonner espoir à des Moldaves qui n'y croient plus. Cela peut être aussi l'élection de trop pour un peuple tant désespéré qu'il imagine même se rallier à la Roumanie. Ça reste une élection qui va être suivie de très près. L'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, regarde notamment ce qui se passe. Elle est présente sur le territoire depuis 1992, depuis le conflit en Transnistrie, mais là, elle observe davantage pour pas qu'il n'y ait de dérive et que le scrutin se passe du mieux possible. Bref, l'issue du vote, on ne la connaît pas encore. On en saura plus dimanche prochain. Alors, pro-russe ou pro-européen, à vos paris. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la
partager pour nous encourager afin que l'on puisse produire dans le futur d'autres contenus similaires. Merci.